Alors, Christian, on est de retour après une longue pause. Oui, disons, après une pause assez compliquée pour ma part. Oui, c'est ça. On est peut-être un peu rouillé, on va faire de notre mieux. On va s'en sortir. Quand même, il s'en est passé des choses depuis, on s'entend qu'on a eu des grosses turbulences dans notre côté, mais il y a quand même eu des choses positives qui sont arrivées, comme Bingo Rotary. Oui, ça a eu lieu à Amos. C'est un bingo pour les enfants. Il y avait aussi un méchoui en soirée, plus pour les adultes. J'ai eu de courtes entrevues avec deux bénévoles. On va pouvoir écouter ça. Alors, je me présente. Mon nom est Jean McGuire. Je suis membre rotarien depuis 40 ans et demi. Louis Bellemare, je suis membre rotarien depuis 28 ans. On est au week-end où on a organisé le bingo des enfants. C'est une vieille tradition rotarienne qui doit avoir une vingtaine d'années au moins. C'est un événement annuel qui a fait relâche pour la COVID comme de raison, qu'on réorganise. Là. On ramasse des commandites auprès des commerçants puis des institutions locales. On a remis 5 000 $ de prix, je pense. Tantôt, oui. C'est Jean qui était notre animateur de bingo. Puis on donne des jus puis des friandises aux enfants. C'est une fête pour les enfants de tous les âges et de toutes les situations sociales. Là. On a été comme privés de faire quelques activités depuis les 3 dernières années à cause de la pandémie. Là. Et puis, évidemment, on a reparti, nous, le Club Rotary d'Amos, nos activités avec cette activité-là d'aujourd'hui sur une seule journée, alors qu'auparavant, c'était sur 3 jours. Il y a quelques décennies, c'était sur 4 jours. Mais c'était une autre époque, là. C'était avant l'avènement des réseaux sociaux. Mais alors, on reste un club social qui fait des activités de financement exclusivement pour que ce soit redistribué dans la communauté. Alors, cette activité-là d'aujourd'hui, là, du bingo des enfants, était totalement assumée par la Caisse des Jardins d'Amos. Le 5 000 $ nous était totalement commandité. Et il y avait d'autres commandites pour différentes choses, dont des billets de cinéma, ici du cinéma Amos, Tim Hortons, Onibi, compagnie qui distribue de l'eau ici dans la région. Et particulièrement ici à Amos, enfin, toutes sortes de belles commandites comme ça et de l'aide de bénévoles aussi qui nous aident ponctuellement là, pour cet événement-là. Les membres rotariens sont tous des bénévoles qui se sont occupés de ça, là. On trouve que ça a très bien été, ça a été bien accueilli. On est habitué d'avoir une salle très pleine, ce qui était le cas ici aujourd'hui. Avec la reprise des activités, passablement normal. Je pense qu'on en est là. On espère que la 7e vague nous fera pas reconfiner, mais à tout événement, actuellement, là, on voit que les gens ont un certain engouement pour quelque activité que ce soit, dont celle-là qui était quand même assez connue. Puis on a joint au bingo des enfants un méchoui qui est un souper de financement pour les diverses activités qu'on va financer, là, équipes sportives ou les divers événements auxquels collabore financièrement le Club Rotary au fil de l'année. Là. Le Club Rotary d'Amos existe depuis 75 ans? Depuis 80 ans. C'est-à-dire un petit peu plus que 80 ans. Le Club Rotary d'Amos a été fondé en 1941. Alors, ça fait 41 ans, mon calcul est bon, que ça existe ici à Amos. Ça a pris différentes formes. Les activités, pendant longtemps, se sont déroulées sur la glace qui est derrière vous, où on avait des kiosques pour présenter diverses choses, des commerces de la place ou des professions, et ça a vécu une certaine époque. On a eu, au fil des années, écoutez, le plus gros concours de tir au poignet en Amérique.
auquel vous avez peut-être pas assisté compte tenu de votre âge, mais c'était très, très, très couru. On avait les champions mondiaux qui venaient ici. Ça aussi, il y a eu un terme à ça. Enfin, les années passent et les mœurs se changent et il faut qu'on se réoriente dans des choses qui font l'affaire de tous. Alors, voici qu'on vient de recommencer après 3 ans. On ne sait pas encore ce qu'on fera dans l'année prochaine ou dans les années prochaines, mais c'est sûr que le bingo des enfants, lui, va se continuer. Le méchoui, fort probablement, parce qu'on sait qu'il y a eu un certain engouement. Là. Beaucoup de gens ont acheté nos billets à 50 $ le couvert. Et il y en a qui peuvent encore être disponibles à l'entrée, là, on le sait. Alors voilà, c'est là-dedans qu'on est. Oui, en plus de son volet local, le Club Rotary, on sait qu'il y a une association de tous les clubs Rotary de la planète qui sont présents dans plus de 180 pays. Entre autres, une des grandes missions du Rotary au fil des années, c'est la vaccination contre la polio, qui est une maladie qui donnait des atteintes musculo-squelettiques au niveau des os et des articulations. À date, le Club Rotary, dans les derniers 40 ou 50 ans, a vacciné, je pense, plus de 2 milliards d'enfants sur la Terre. Il reste quelques foyers là, dans des endroits extrêmement éloignés, mais on est très proche d'éradiquer la maladie de la surface de la planète. On sait que c'est une maladie à virus, un peu comme la COVID. C'est une maladie qui est très destructrice pour des jeunes vies, puis c'est une maladie qui ne tue pas, ça fait juste handicaper le monde. Fait que c'est une belle mission internationale du club, en plus de d'autres missions d'échange étudiants, puis d'autres choses. Là. Bah, ce qu'il y a également, il y a dans des pays en voie de développement, il y a eu des missions de creusage de puits pour des villages qui n'avaient pas accès à l'eau. On a d'ailleurs des membres de notre club qui, il y a plus de 5 ans, hein, certainement, si ce n'est pas tout près de 10 ans, qui se sont rendus en Afrique, au Burkina Faso, dans des conditions extrêmement difficiles. C'est vraiment des conditions très difficiles. Ils sont allés pour faire de la vaccination. Mais il y a eu des missions en Amérique du Sud également que le Club Rotary d'Amos a contribué à financer pour l'implantation de puits dans des villages où il n'y en avait pas du tout. Des gens qui ont été très reconnaissants de tout ça. Il y a des programmes spéciaux dans le Rotary international qui sont toutes des missions humanitaires, auxquelles, évidemment, le Club d'Amos contribue en fonction de ses moyens. Et les moyens, on essaie de se les donner avec des activités de financement telles que le méchoui qu'on organise ce soir. Ensuite, j'ai aussi eu une entrevue avec une dame du CLD de Rouen qui, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller en France pour aller recruter du personnel, mais pas juste pour Rouen, aussi pour Abitibi-Ouest et pour la MRC Abitibi. Pas pour Val-d'Or, par contre, parce qu'ils ont déjà leur propre projet de recrutement. Donc, OK, ils ne fonctionnent pas de la même façon? Ou... Non, c'est ça. En fait, Val-d'Or puis la Vallée de l'Or avaient vraiment un projet à part pour aller chercher des gens. Le CLD va aller en France, mais il va aussi aller ailleurs. Par contre, vraiment, la prochaine mission, c'est en octobre, c'est en France. On peut regarder l'entrevue. Anne, tu travailles au CLD de Rouyn-Noranda et vous avez un projet spécial. C'est une mission en France pour recruter des gens pour les entreprises de la région. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste la mission? Oui, la mission, c'est Objectif Québec qu'on appelle. C'est le mois du Québec en France. Alors, on va recruter des candidats qui sont intéressés à venir travailler pour la région d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, en ce moment, on est en période de sélection ou sollicitation d'entreprises qui sont intéressées dans la région, sauf Vallée de l'Or, parce qu'ils ont leur propre programme de recrutement. Mais on sollicite les entreprises à savoir s'ils sont intéressés à faire du recrutement en France. Et par la suite, avec les offres d'emploi, moi, je vais prendre les offres d'emploi et je vais aller les représenter en France dans 15 villes de la France. Alors, on va vraiment faire le tour là, du 3 au 22 octobre. On va faire le tour de la France sans passer par Paris, mais vraiment là, toute la France régionale qu'on appelle, malgré que c'est des grandes villes. Alors, 15 salons, on va rencontrer, on s'attend à avoir aux alentours de 5000 personnes qui vont se présenter dans les salons. Alors, on est une délégation de 5
organismes de la région. Il y a le CLD, le Cégep, il y a les centres de formation professionnelle, le Carrefour et le CISAT qui vont être présents dans la région. Sinon, on va être un bus de à peu près 40 personnes là, du Québec qui va se suivre pendant les 22 jours de la mission. Alors, on va vraiment beaucoup d'institutions d'enseignement. Sinon, il y a aussi là, du recrutement là, pour des employés. Donc, c'est comme vraiment un gros projet. Là. On espère vraiment attirer beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Alors, on a déjà commencé à faire du recrutement d'entreprises. On a commencé officiellement le 20 juillet avec le communiqué de presse que le CLD a lancé. Jusqu'au 20 septembre, que les entreprises peuvent nous contacter pour avoir plus d'informations, pour en savoir plus sur la mission. Puis à partir de là, on va aider les entreprises, on va encadrer les entreprises du début à la fin, là, ou presque, là, avec le recrutement. Alors, ils vont nous donner les CV, les offres d'emploi, peu importe le milieu. Moi, je vais aller chercher des candidats là-bas. Je vais faire des entrevues éclairs un peu, là, tu sais, c'est pas juste ramasser des CV puis faire du jumelage ou avec les entreprises, mais je vais vraiment ramasser les CV, mais discuter avec la personne. Tu sais, ça va être des rencontres de 30 minutes environ avec la personne pour savoir est-ce qu'elle connaît la région, est-ce qu'elle sait où est-ce qu'elle veut s'en aller, c'est quoi ses intentions, est-ce que c'est vraiment de travailler, se trouver un emploi ou encore juste venir au Québec, ou, tu sais, ça va être vraiment d'identifier est-ce qu'elle va venir avec sa famille, avec ses enfants, c'est quoi ses objectifs principaux. Fait qu'on va vraiment faire, je vais vraiment faire une pré-entrevue pour les entreprises et les candidats intéressants. Je vais les jumeler directement avec les entreprises le soir même. Je vais leur envoyer le CV et ils vont pouvoir contacter le candidat immédiatement. Fait qu'on souhaite avoir le plus d'offres d'emploi possible de la région pour aller chercher les CV là, des candidats intéressants. Parce qu'on le sait, on est en grosse pénurie de main-d'œuvre dans la région, un peu partout au Québec, en fait. Puis l'immigration, c'est une solution à ce problème-là. Oui, en fait, c'est une des solutions qui est le plus recherchée présentement, là, c'est d'aller chercher des candidats qui parlent français majoritairement, là, selon les emplois, mais majoritairement qui parlent français. Alors, on vise les pays francophones. Et la France, c'est vraiment un pays intéressant parce que côté scolarité, c'est souvent reconnu. Les ordres professionnels, c'est souvent reconnu. Il n'y a souvent pas beaucoup de mise à niveau ou pas du tout de mise à niveau là, d'études à faire là, pour rentrer dans les emplois. Alors, mais oui, en ce moment, là, la seule façon, il y a beaucoup d'entreprises ou des entreprises qui ferment parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. On entend des entreprises qui doivent couper des heures. Exemple, les restaurants sont obligés de fermer les dimanches, lundis ou fermer sur les heures de dîner parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Fait qu'on essaie vraiment de répondre aux besoins de la région. Soit avec cette mission-là, l'Objectif Québec, qui ça coûte 750 $ à l'entreprise pour qu'on puisse aller représenter, peu importe le nombre d'emplois qu'ils ont offert, ce qui est intéressant. Fait que s'il y a une entreprise qui me contacte, dit ben je cherche, je sais pas moi, un géologue, ben si vous avez d'autres emplois disponibles, exemple en comptabilité, en administration, peu importe, mais c'est le temps de me le donner parce que c'est le même coût de toute façon. Fait qu'on va vraiment représenter, puis on va aller chercher dans tous les milieux là, d'emploi. Là. Quelles difficultés peuvent traverser les travailleurs qui décident de venir au Québec? Bien, c'est sûr que côté immigration, c'est pas facile. Il faut passer ces étapes-là, mais on est là pour encadrer les entreprises ou encore les référer à des avocats en immigration ou des conseillers réglementés en immigration pour les aider à remplir les documents. Sinon, c'est sûr que c'est un changement, dépaysement, ils doivent déménager, ils doivent venir s'installer ici. La région, tu sais, c'est pas des grandes villes non plus, malgré le fait qu'on va pas à Paris pour la mission Objectif Québec, on va quand même dans des centres où il y a 200, 300 000 personnes. Fait que c'est pas toujours le même milieu, mais ils ont de l'intérêt à s'en venir en région ici, là, souvent. Là. Alors, fait que c'est plus ça. Côté français, l'adaptation se fait quand même assez bien.
il n'y a pas tant de différence. La langue est semblable, les valeurs sont semblables. Souvent, elles s'ennuient plus de leur famille, puis c'est souvent les raisons qui retournent. Mais quand on va recruter à l'extérieur, des fois c'est la langue, des fois c'est la ville, la région, l'emploi, c'est pas ce qui s'attendait. Tu sais, chacun a ses difficultés. C'est comme nous, là, quand on change d'emploi, des fois, ça marche. D'autres fois, ça marche moins. Ou si on change de région, on se sent déraciné puis on décide de revenir dans notre région natale. Là. Fait que, mais il y a plusieurs embûches, difficultés, mais on essaie d'aider également. Après le recrutement, on va aider les entreprises on va leur donner des ateliers d'intégration, des ateliers des bonnes pratiques là, pour savoir comment intégrer l'employé, comment le préparer à s'en venir ici, déjà leur parler de l'entreprise, mais également comment préparer les travailleurs d'ici à la venue d'un travailleur étranger. Là, ça peut être aussi des contraintes pour les travailleurs qui sont ici. Ils peuvent avoir des difficultés d'adaptation de ce côté-là. Fait que faire venir un travailleur étranger, c'est toute l'équipe de travail qui doit s'impliquer dans l'intégration puis la réussite de l'intégration du travailleur. Donc, on ne fait pas juste ramasser les CV puis l'entreprise s'arrange avec ça. Non. Un accompagnement. Oui, on fait un accompagnement. On fait un maillage entre les deux entreprises, entre le candidat et l'entreprise. Alors, on ramasse le CV, on fait parvenir le CV à l'entreprise. Par la suite, on fait un suivi. Est-ce que vous avez contacté la personne? Si oui, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il répond à vos besoins? Est-ce que le candidat a été satisfait de l'entrevue ou de la pré-entrevue? Est-ce que vous pensez qu'il travaillerait plus dans une autre entreprise? Tu sais, c'est pas parce que tu es soudeur dans un milieu que tu peux être soudeur dans un autre milieu où ton intérêt est semblable pour l'autre milieu. Fait que, on va vraiment faire un suivi. Par la suite, si l'entreprise est intéressée à faire venir le travailleur, bien, on va faire un suivi avec eux. On va les aider par rapport aux étapes parce que, tu sais, des fois, c'est OK, mais à partir de là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les étapes? C'est quoi la première chose que je dois faire? Fait qu'on va vraiment accompagner l'entreprise dans les démarches d'immigration. On ne le fait pas à la place. Ça, c'est vraiment important de le mentionner. On ne le fait pas à la place, mais on va encadrer, on va l'aider avec les codes nationaux, on appelle les CNP, les codes nationaux de profession identifiés par Service Québec. On va identifier les métiers, on va les aider à remplir les papiers d'immigration, leur donner les outils pour le faire et les référer à des avocats en immigration ou conseillers réglementés pour s'assurer que les documents sont bien remplis pour avoir le moins de chances possible que le travailleur se fasse refuser là, auprès d'immigration. Festival VAM. C'est bien comme ça que ça se prononce, VAM. Je sais pas. VAM ou VAM, je ne sais pas. C'est Vie active et animation du milieu. En fait, c'est les élus qui voulaient redynamiser un petit peu leur ville. Donc, ils ont décidé de créer un festival. C'était la première édition du 9 au 14 août. Il y a eu des activités sportives. Il y a eu un défi évasion qui est toujours accessible jusqu'à la fin septembre d'ailleurs. Il y a eu des activités culturelles, des spectacles. Et là, actuellement, pour ceux qui ont participé au festival, il est possible d'aller sur Internet pour faire une évaluation pour que les gens voient, premièrement, est-ce qu'on refait un deuxième festival? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans ce deuxième festival-là? Donc, ceux qui ont participé, ça vaut la peine d'aller remplir le formulaire. Ah, bon, à suivre. Ouais. On n'a pas de vidéo là-dessus? Non, non. Ironiquement, je suis montée à la source pendant ces journées-là, mais je savais même pas que ça avait lieu, donc j'ai pas rien tourné. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Le centième de Saint-Marc, tu peux nous en parler? Oui, ben en fait... Parce qu'il y a aussi le centième de la Morandière, je viens de voir ça. Oui, c'est ça. En fait, les deux fêtaient pas mal en même temps. Là. Saint-Marc fêtait du 11 au 14 août, la Morandière du 13 au 14. Saint-Marc, je me rappelle pas exactement ce qu'ils ont fait, mais je peux dire qu'ils vont faire d'autres choses. Le 26 août, il va y avoir un pique-nique musical. Et le 3 septembre, un spectacle de Johnny Pilgrim, que je connais pas cet artiste-là. Le nom me dit quelque chose. Ouais.
mais pas plus, ouais. Mais c'est ça. Donc, c'est des événements à venir aussi pour le 100e. Tandis que la Morandière, ce qu'ils ont fait, c'est un brunch, une messe. Ils ont aussi fait la fabrication de macarons. Ça devait être intéressant. Et ils ont aussi dévoilé le banc du 100e qui va pouvoir permettre de garder cet événement-là périn dans le temps. Entrevue avec Samuel Doré. Oui, le candidat du PQ en Abitibi-Ouest est venu dans nos studios pour nous parler. On le présentait, on parlait aussi de certains enjeux, donc on peut écouter l'entrevue. Samuel, tu es candidat pour le PQ en Abitibi-Ouest. Mais tu t'impliques en politique depuis quand même longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, moi j'ai fait beaucoup de politique, puis à plusieurs niveaux. Quand je résume, là, je dis que j'ai touché à tous les niveaux de la politique. J'ai fait le municipal, le territorial, le régional, le national, puis j'ai même fait du fédéral. Fait que je sais pas, peut-être le mieux, ça serait de le faire en chronologie, peut-être, de le faire de partir du début. Alors, moi, j'ai commencé au Carrefour Jeunesse Emploi en Abitibi-Ouest comme animateur sociopolitique et rapidement, après mon contrat d'1 an, j'ai été embauché à la Conférence régionale des élus. Et ça a été mon école parce qu'à l'époque, la CRE, qui a été abolie malheureusement, on faisait beaucoup de concertation. On était présent sur tous les territoires. Donc ça m'a permis de développer non seulement une compréhension fine des enjeux, mais aussi un réseau de contacts très, très, très important aux 4 coins de la région. Donc la plupart des gens, ils connaissent des gens de la sphère publique dans une MRC, mais moi, vraiment, j'ai des contacts un petit peu partout, puis j'ai fait 3 ans là. Par la suite, j'ai joint l'équipe de Mme Christine Moore suite à la vague orange. On se souvient de l'élection de Jack Layton, donc je m'étais joint à son équipe. J'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait aussi le monde municipal. J'ai fait 3 ans comme conseiller municipal. En fait, 2 ans comme conseiller municipal de la municipalité de Poulari, en Abitibi-Ouest, où j'habitais, un beau village. Et puis, la dernière année, j'ai même été maire. Donc, j'ai exercé la plus haute fonction, ce qui m'a permis de siéger à la MRC, de comprendre aussi tous les enjeux territoriaux. Et ma plus récente implication, ou en tout cas, je dirais plus professionnelle, parce qu'on est en train de parler d'emploi, ça a été d'être attaché politique senior au bureau de François Gendron. Tout le monde connaît François Gendron parce qu'il a été député ici du comté d'Abitibi-Ouest pendant 42 ans. Donc, c'est sûr que ça a été une école incroyable de travailler auprès de François Gendron. Puis, au cours des dernières années, j'ai pas travaillé en politique, mais j'ai continué d'être très impliqué en politique au sein du Parti québécois, qui est ma famille politique. J'ai continué de conseiller le chef Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai également gardé des contacts serrés avec le directeur général du parti, ce qui fait que je dirais que c'est un parti où je suis à l'aise et c'est un parti où j'ai une certaine influence de par mon réseau de contacts, autant au national, mais également ici en région, parce que je dirais que le Parti québécois, ici, il doit avoir probablement au-delà de 1000 membres. Je ne connais pas les 1000 membres, mais je connais vraiment beaucoup de membres du Parti québécois. Et pour moi, c'est vraiment une grande fierté qu'on m'ait choisi et qu'on me demande de porter les couleurs du Parti québécois, donc d'être le visage de notre grand parti en vue des élections là, qui auront lieu en octobre prochain. Et pourquoi être membre du Parti québécois en particulier? Pourquoi pas un autre parti? Bien, moi, je vous ai dit, puis je vais être franc avec vous, je vous ai dit que j'ai été donné un petit coup de main à un certain moment au NPD. J'ai travaillé avec Mme Moore. Et ce que j'ai réalisé, c'est quand fondamentalement on est un indépendantiste et qu'on pense que le Québec devrait être un pays, bien, ça devient difficile un petit peu d'être dans un parti fédéraliste. Parce qu'on se retrouve un peu... aux États-Unis, ils avaient une politique dans l'armée qui s'appelait « Don't ask, don't tell » par rapport à l'homosexualité. Donc, on disait, les gens, vous avez le droit d'être homosexuel, mais dites-le pas. Je trouve qu'en politique, c'est un peu ça aussi. Quand on milite ou on travaille dans un parti fédéraliste, comme la CAQ ou chez les libéraux, si foncièrement, on pense que le Québec devrait être un pays, on a le droit de le penser, mais on n'a pas le droit de le dire. Et moi, après 2 années au sein du NPD, je me suis dit, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas à l'aise avec cette position
de ne pas dire le fond de ma pensée sur cet enjeu-là et de devoir garder mes opinions politiques dans le placard. Alors moi, c'est ma famille politique, c'est là que je me sens libre, c'est là où je trouve le Parti québécois qui offre une vraie vision d'avenir, et c'est pour ça qu'on fait de la politique. Moi, je suis un père de 4 enfants. Qu'est-ce que je veux léguer à mes enfants? C'est ça la question qu'on se pose. Alors moi, je trouve que notre position dans le Canada n'est pas satisfaisante. Je pense que le Québec, on pourrait faire des gains, on pourrait se développer à vitesse grand V si on avait tous nos pouvoirs. Et j'ai pas envie de regarder mes enfants puis de leur dire, vous savez quoi, on avait un beau rêve, mais on n'a pas été capable de le réaliser. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut montrer l'exemple. L'exemple, c'est de dire, oui, on y a rêvé, mais oui, on y rêve encore. Et ce qu'on dit à nos enfants, c'est réaliser vos rêves, n'est-ce pas? Bien, c'est un peu comme ça que j'entrevois la politique. Avoir des belles idées en politique, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de livrer la marchandise. Alors moi, je suis pas là pour rêver à l'indépendance du Québec. Je m'implique en politique parce que je vais réaliser l'indépendance du Québec. Puis je vois que l'indépendance est importante pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers plus régionaux qui te tiennent à cœur? Bien, là, je n'ai pas encore présenté les axes de ma campagne, mais j'ai déjà une bonne idée de ce sur quoi je pense qu'on peut travailler. Je vois actuellement que l'économie va bien en Abitibi-Témiscamingue, on se développe, on a des grandes ambitions pour l'avenir, mais en même temps, ce qui freine actuellement les entrepreneurs, ce qui freine notre développement, c'est 4 dossiers principaux selon moi. On parle d'une pénurie des logements, on parle les problèmes de CPE, évidemment. On parle de la pénurie de main-d'œuvre qui est très grave et l'accès aux soins de santé, qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés. Mais pour confronter ou plutôt régler ces problèmes-là, il faut travailler sur des axes très importants que j'ai identifiés et qui vont faire qu'on va améliorer notre qualité de vie puis qu'on va arriver à attirer des gens en région, des travailleurs qui vont s'installer ici puis qui vont nous aider à nous développer puis à ce qu'on ait une plus belle croissance encore. Alors, les axes de ma campagne, je vous les annonce en exclusivité, mais c'est sûr que je vais beaucoup parler de la jeunesse. Pour moi, c'est très important. J'ai travaillé dans le réseau des forums jeunesse. Pour moi, c'est crucial qu'on s'occupe de nos jeunes, qu'on leur prépare un avenir, qu'on leur donne des opportunités. Ensuite, je dirais que l'attractivité, c'est très important. Il faut qu'on améliore notre capacité d'attirer des travailleurs, d'attirer toutes sortes de monde qui viendront bonifier notre région, notamment des immigrants, mais toutes sortes de monde. Ensuite, une de mes priorités, bien sûr, en lien avec l'environnement, c'est qu'il faut protéger nos lacs, nos rivières, nos esquerres. Ça, c'est très, très prioritaire parce que je crois que de ce côté-là, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais de ce côté-là, je sais qu'il y a des préoccupations, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Puis j'ajouterais aussi l'accès au territoire, avoir accès partout sur le territoire, puis une occupation dynamique du territoire. J'ajouterais enfin, comme dernier axe, une meilleure concertation régionale, puis une meilleure représentation aussi des intérêts de la population. Fait que ça, c'est les grands axes. Je comprends que c'est un peu général, mais au cours de la campagne, j'aurai l'occasion de faire des propositions plus concrètes. Bien, on va espérer pouvoir vous entendre à ce sujet-là prochainement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la politique de transport aérien qui a été annoncée? Le Parti québécois a l'intention de mettre en place une politique de transport aérien s'il est élu. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est ça. C'est Joël Arsenault qui a sorti pour dire qu'il fallait mettre de l'avant une nouvelle politique nationale en termes de transport. Puis je crois que c'est très porteur. Bon, je pense que je peux peut-être escamoter la partie où il est question des traversiers, parce que bien que ce soit important, les traversiers, on s'entend que c'est surtout dans l'Est de la province là, du Québec que ça préoccupe les gens puis que ça a un enjeu. Mais ce que je remarque actuellement,
Puis ce que disait M. Joël Arsenault, c'est un enjeu de développement économique. Et là, moi je pense d'abord et avant tout au transport aérien, qui était traité par M. Arsenault. Le transport aérien, là, actuellement, ça ne fonctionne pas. La CAQ nous est arrivée avec, une nouvelle patente, c'est-à-dire les billets à 500 $. On voit bien que ça fonctionne plus ou moins. Ils reprennent la vieille tactique ou la vieille politique des libéraux qui consistait à subventionner les transporteurs existants. Donc, on leur donne de l'argent, mais le service, il demeure déficient. Donc, c'est ça qui est un petit peu triste de la situation actuelle. Parce que ce qu'on remarque, puis là, tout le monde connaît des gens dont les vols ont été annulés, là, entre Rouen, Noranda puis Montréal. C'est rendu qu'on ne peut même plus se fier sur le vol parce qu'on se croise les doigts en disant « j'espère qu'il va décoller, j'espère qu'il n'y aura pas un problème technique, j'espère qu'il va y avoir assez de personnel, il va y avoir un pilote, des agents de bord ». Donc là, actuellement, puis même, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui se plaignent des horaires aussi. Avant, il était possible de partir le matin, revenir le soir. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de développer l'offre. Concrètement, c'est-à-dire que ça prend des nouveaux joueurs. On ne peut pas avoir un seul joueur puis un seul monopole qui sert de transporteur. Il faut s'assurer qu'il y ait une diversité de transporteurs, une saine compétition. Et une fois qu'il y aura une saine compétition, je crois que les prix vont baisser. Puisque vous m'interpellez sur le transport, puis que je dis que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu d'attractivité aussi, si les gens ils veulent venir ici, bien, il va y avoir une réflexion aussi à faire sur ce qui se passe pour pouvoir aller dans les grands centres. Donc, la plupart des gens, ils prennent leur voiture. On sait que l'autobus, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui est important, il faut le développer. Mais moi, je pense qu'il y a un dossier qui n'a pas été bien traité par le gouvernement actuel. C'est celui du domaine. Le domaine dans le parc La Vérandrie, je trouve ça déplorable de voir qu'on en est encore à faire des esquisses, puis on est sur la planche à dessin. Ça fait 4 ans qu'il y a une roulotte au milieu du parc. Les gens, ils veulent un endroit pour se restaurer. Imaginez, quelqu'un, là, il vient en Abitibi pour la première fois pour une entrevue. Là, il dit, on arrête tout, il n'est pas trop au courant, il n'a jamais traversé le parc La Vérandrie. Alors, il part de Mont-Laurier, il fait son petit bonhomme de chemin. Il dit, c'est où qu'on peut arrêter? J'ai envie d'aller aux toilettes, je prendrais une bouchée, est-ce qu'il y a un poste d'essence? Et il arrive là, il se dit, mais je suis à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je trouve qu'en termes d'attractivité, on envoie un mauvais message. On a besoin d'une infrastructure de qualité, une infrastructure moderne, et de voir le ministre régional dire que c'est probablement la faute des Autochtones si c'est pas encore développé parce qu'on veut consulter, puis peut-être qu'on pourrait envisager d'autres sites. Moi, je trouve qu'il y a de la perte de temps, puis je pense que blâmer les autres, ça, c'est pas digne d'un élu, c'est pas digne d'un ministre qui doit prendre ses responsabilités. Ce dossier-là devrait être réglé depuis longtemps. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais dire aux citoyens en terminant? Je suis très excité de me lancer comme ça en politique. J'ai surtout hâte d'aller à leur rencontre. J'ai hâte d'aller écouter ce qu'ils ont à dire, c'est quoi leurs préoccupations. Moi, je suis quelqu'un qui est originaire de La Sarre, donc je vous dirais que depuis que j'ai annoncé ma décision de plonger en politique active, j'ai beaucoup de commentaires positifs. À La Sarre, à Amos, mais plus à La Sarre parce qu'il est là mon réseau, je connais plus de gens. Donc moi, mon défi au cours des prochaines semaines, ça va être d'être présent à Amos. Je vais aller à la rencontre des gens, dans des événements parfois, mais souvent, je vais faire beaucoup de porte-à-porte pour pouvoir avoir ce dialogue, pouvoir prendre 1, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes s'il faut avec les individus pour qu'ils puissent m'expliquer c'est quoi leur priorité. Parce que ce que les gens veulent finalement d'un député, c'est quelqu'un qui les écoute et quelqu'un qui les représente. On est loin de Québec, on est loin de l'Assemblée nationale et on n'a que 3 députés en région pour faire entendre notre voix. On a besoin de gens qui parlent pour nous, qui représentent nos intérêts, qui tirent la couverte de notre bord de temps en temps pour que nous aussi, on puisse faire des gains. Alors moi, c'est ce que je m'engage à faire. Je vais travailler fort pour le comté, pour la région. Merci beaucoup, Samuel. On va te souhaiter une belle journée. C'est gentil, merci beaucoup.
Puis juste pour rajouter à ça, nous autres à Sainte-Terre, c'est la mairesse de la Sainte-Terre paroisse qui se présente au PQ, Jacqueline Rouleau. J'ai pas eu d'entrevue, tout ça, là, on dirait que moi je reviens là. Fait qu'éventuellement, on devrait en avoir une. Là. OK. Ben, nous, on a eu quand même une entrevue avec Guy Bourgeois aussi. J'ai eu une entrevue avec Émilise Le Sortérien il y a quelques temps. Il me manquerait peut-être à voir Alexis Lapierre de Québec solidaire. Puis Suzanne Blais de la CAQ, j'imagine qu'elle se représente. Mais des fois, elle est dure à avoir en entrevue, là. Mais on va essayer de la faire venir. C'est ça, mais moi, c'est plus du côté de la MRC de la Vallée de l'Or de mon côté. Oui, c'est ça. Moi, ben, nous, c'est vraiment plus MRC Abitibi, là. Fait que c'est ça. Eux c'est pour l'Abitibi-Ouest. J'ai aussi eu une entrevue avec Marc Provencher concernant le raid d'aventure Joannès qui s'en vient. On peut regarder l'entrevue. Marc, tu es directeur général de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Et tu viens nous parler aujourd'hui du raid d'aventure Joannès. Oui. Une belle compétition qui est organisée en pleine forêt, puis une compétition à obstacles. En fait, nous, on est aussi responsable du parc Aventure Joannès. Puis là, 8 ans, l'historique est au-delà de 8 ans, ils ont décidé d'organiser une course pour les aventuriers sportifs, mais avec un encadrement familial. Fait que tout de suite, en partant, on dit c'est pas nécessairement c'est pas une espèce d'Ironman, compétition à toute épreuve que tu arrives, tu es complètement épuisé. C'est un circuit de 5 km qu'on a monté sur nos sentiers, à travers nos sentiers qu'on a au parc. Puis c'est toutes sortes d'obstacles qu'on met sur une distance de 5 km. Fait que les gens sont invités tout simplement à participer à cette journée-là du 4 septembre, de venir à la marche, à la course. Ils se donnent bien le défi qu'ils veulent, mais pour parcourir et réussir tous les obstacles en fait. Ouais. Puis l'objectif, c'est quoi exactement? C'est de faire bouger les gens, de leur faire découvrir la forêt? Bien, tu touches à deux choses. Nous, la mission première de l'association forestière, c'est vraiment la valorisation et l'éducation avec le milieu naturel qui est la forêt. Puis nous, en même temps, on essaie de trouver des activités éducatives, disons, que ce soit dans les écoles ou peu importe, mais aussi des activités plus interactives comme celle-là, ou qui vont faire faire bouger les gens, mais aussi à les déplacer dans un milieu naturel. La forêt, on l'utilise souvent pour toutes sortes de raisons, que ce soit la raquette, ski de fond, ski, peu importe, toutes les activités qu'on connaît. Mais de bouger comme ça avec une épreuve physique, c'est plus rare un peu. Fait que l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à la forêt, peut-être redécouvrir notre parc aussi, qui a tant de choses à offrir. Fait que c'est de profiter de tout ça mis ensemble pour activité physique, respirer le bon air de la forêt, puis de partager du bon temps ensemble, parce qu'on parle, c'est quand même de 400-500 inscriptions qu'on a cette journée-là. Fait que le but, c'est ça, c'est de rallier tout le monde ensemble dans un milieu naturel, dans un cadre festif et de compétition, si tu veux. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un coût relié à ça ou c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Il y a un coût qui est relié à ça. Puis, on peut aller sur notre site Internet de l'Association forestière. Puis, à travers notre site, on va trouver les frais d'inscription qui sont reliés. Pour les enfants, c'est gratuit. Pour les groupes, mettons, une entreprise veut amener son équipe ou amener son personnel à venir participer à cette journée-là. Bon, ben là aussi, il y a un tarif corporatif. Ces choses-là. Je les connais pas tous par cœur, nos prix, par contre, je ne pourrais pas les annoncer, mais ça me permet d'inviter les gens à aller soit sur notre site Internet de l'association ou bien notre page Facebook, Raid Aventure Joannès, puis ils vont tout trouver l'information qui est là. C'est obligatoire de s'inscrire avant. Ça, c'est bien important de dire. On prend les inscriptions jusqu'à la dernière minute, même sur le site, mais en même temps, on ne veut pas s'encombrer de toute cette administration-là, d'inscrire les gens là. L'idéal, c'est de s'inscrire vraiment d'avance, oui. Est-ce que vous avez eu des défis à relever par rapport à la pandémie ou ça, c'est pas mal tassé? Bien, le pire défi a été en 2020, qui était tout un défi. Il n'y en a pas eu. Fait que c'était bien plus le défi d'accepter qu'il n'y en aura pas. Puis, ce qu'ils ont fait après l'équipe, mettons, pour l'édition de 2021, c'est qu'ils ont réduit le nombre d'inscriptions possibles. On y allait avec qui étaient les recommandations de la santé publique, naturellement. Puis, cette année, on pouvait augmenter jusqu'à 500, puis on a encore une marge de manœuvre qu'on peut se donner entre 400 et 500. Mais on s'est limité à 400. Si ça va au-delà de ça, on est capable de gérer, parce que la pandémie a fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'habitue à cette espèce de virus-là, puis les contraintes et les consignes sont différentes aussi. T'sais. Fait que on s'est ajusté. Bien sûr, il va y avoir des mesures sanitaires qui vont être là, de se laver les mains, ces trucs-là, les choses qu'on connaît aujourd'hui. Mais si ça a pesé lourd dans la balance, je te dirais que non.
Ben, c'est une bonne nouvelle. Si je comprends bien, il y a eu plus que 500 personnes par le passé? On m'a parlé que ça a déjà monté jusqu'à 600 quelques personnes, cette activité-là, dans ses tout débuts. Puis je pense que c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, c'est ma première édition du RAID. Ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a des espèces de fervents amateurs de ce genre de défis-là qui vont quasiment les faire à travers le Québec. Puis même nous, on est inscrits avec Coureurs Québec. Je ne suis pas trop sûr du site ou une espèce d'affiliation qu'on a. Puis eux veulent être au courant. Puis même, c'est eux qui gèrent nos inscriptions. Fait que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est tout nouveau, mais c'est quelque chose qui apparemment à travers le Québec est hyper populaire. Fait que c'est une question de faire mousser tout ça, puis de voir jusqu'à quel point qu'on peut la grossir. Mais nous, nos installations, on sait que quand ça dépasse le 600, je parlais justement avec mon équipe ce matin qui était là à cette époque-là. Nous, on a une armée de bénévoles cette journée-là qui est pas loin de 80 personnes qui sont présentes sur place. Et à la fin de la journée, quand on dépasse le 600 participants, tout le monde est pas mal épuisé et fatigué parce que c'est beaucoup de gestion. Fait que si on se tient pour nous cette année, notre objectif c'est 400. Puis si on se rend peut-être jusqu'à 500, ben tant mieux. Mais l'objectif est vraiment 400. Ouais. Parfait. Puis je voulais aussi parler un peu du parc Aventure Joannès. Oui. Quelles activités sont offertes là-bas? L'activité la plus populaire, c'est vraiment d'arbre en arbre. Les fameuses tyroliennes, puis soit d'un arbre ou un autre. Des fois, ça peut être sous forme d'ébertis, des espèces d'accès obstacles pour se rendre, ou tout le temps suspendu après un câble, naturellement, parce que tu es très, très haut. Fait que c'est l'activité la plus populaire, puis il y en a pour les plus petits, moyens et adultes, si on veut. Le niveau de parcours est différent d'un à l'autre. Puis c'est vraiment l'attraction touristique principale du parc. Puis d'Arbre en arbre va bientôt avoir 10 ans. Fait que nous, en même temps, après 10 ans, Arbre en arbre est une franchise au Québec. C'est pas nous qui l'avons inventé, on collabore avec eux. Puis on va voir pour les années prochaines qui s'en viennent, est-ce qu'on veut augmenter l'offre d'arbre en arbre, est-ce qu'on veut, on ne sait pas trop, tout est ouvert. Puis je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que aussi Parc Aventure Joannès est un parc déclaré un parc de biodiversité. Il y en a très peu au Québec. Donc, le parc Joannès jouit d'une faune et de flore plutôt exceptionnelle au Québec. Fait qu'au-delà de venir pour l'activité touristique qui est d'arbre en arbre ou nos pistes d'hébertis, on a aussi le labyrinthe qui est là, que les plus petits font. Il y a différentes activités, mais aussi ne serait-ce que d'emprunter nos sentiers puis de voir la flore qui est là puis la faune qu'on rencontre avec les différentes espèces d'animaux, c'est absolument magnifique. Fait que c'est quand même un joyau qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Je vois qu'on est très fiers du parc Aventure Joannès. Oui. C'est géré par l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'organisation? Oui, bien, l'Association forestière est née historiquement des anciens clubs 4H. C'est très vieux, ça existe, certains existent encore au Québec, mais on m'a appris dans l'histoire que ça s'est transformé en association forestière. On est plusieurs au Québec, on n'est pas les seuls, on est une des plus importantes avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a plus de 75 ans d'existence, qui est assez rare et c'est quand même quelque chose aussi. Mais l'idée de l'association, on est aussi une organisation à but non lucratif, on est au BNL, fait qu'on vit de subventions et de commandites et de membership. Les gens peuvent être membres de l'association. Puis la mission première, puis qui m'a interpellé le plus, pourquoi j'ai accepté le nouveau poste que j'ai présentement, c'est que la mission première, c'est l'éducation du milieu forestier, la valorisation. N'importe qui a une question par rapport avec le milieu forestier, on peut être une porte d'entrée. Un producteur de bois privé veut se lancer, il y a un lot à bois, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Fait que nous, on va le diriger vers différents organismes, différentes entreprises ou peu importe, pour pouvoir l'aider, le supporter dans sa démarche, tout ça. Ne serait-ce que n'importe qui, on commande aussi des arbres pour les gens. Quand c'est au mois de mai, c'est le mois de l'arbre. En partenariat avec le ministère de Parcs, Faune et Forêt, je pense que je ne les nomme pas dans le bon ordre, mais on se comprend. En partenariat avec eux, nous, notre mission, c'est ça, c'est de donner des arbres aux gens ou des gens qui veulent réaliser des projets. On peut parler des projets de 10 000, 20 000, 40 000 arbres qui peuvent être plantés, soit par une société minière ou peu importe, qui veulent naturellement pour la nature, aider, et ainsi de suite. Fait que nous, on est des porteurs de projets pour eux. C'est pas nous qui va aller planter les arbres, mais nous, on va faire le lien entre tous les intervenants pour que ces projets-là se réalisent. Puis,
quelque chose que j'aime particulièrement, c'est qu'on se déplace dans des classes, que ce soit pour les plus petits au primaire ou au secondaire. Fait que dans notre équipe, on a des biologistes, on a des naturalistes. Fait qu'ils vont aller faire justement une journée d'éducation à nos jeunes par rapport au milieu de la forêt. Puis, on n'est pas en lien d'aucune façon, soit avec l'industrie forestière ou avec quiconque. On n'est pas des porte-parole de personne. On est tout simplement là pour partager qu'est-ce qui se passe en forêt. Puis, à partir de là, si, admettons, il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire par rapport à ce que tu vois à l'industrie, ça t'appartient, c'est tes valeurs. Mais nous, on n'est pas là pour défendre quelque chose. On est là pour expliquer qu'est-ce qui se passe en forêt. Puis moi, je me suis rendu compte que à l'âge que je suis rendu, puis pour être un gars un Témiscabitibien depuis longtemps, je connais ma forêt. Je connais des trucs que j'ai appris de mes oncles, ou peu importe, de mes amis qui sont... Bon, mais qu'est-ce que je connais vraiment de la forêt? J'en connais pas tant que ça. Puis, plus que j'apprends avec le nouveau métier que j'ai à travailler pour l'Association forestière, plus que je l'aime, ma forêt. Plus que je découvre des choses, comment elle est en harmonie. Quand on fait la récolte des arbres, de la récolte, aller jusqu'à, mettons, à la plantation des arbres, le cycle, de quelle façon qu'il se produit, tu sais. Fait que, des fois, je pouvais être un peu dans... me demander, je voyais des trucs, je n'étais pas certain de ce qui se passait. On parle de là 20 ans et plus qu'il y avait les fameuses coupes à blanc et ces affaires-là. Je pouvais les voir, puis aujourd'hui, ça n'existe plus, ces affaires-là. On fait plus ça, ces affaires-là. Il y a des nouvelles façons d'opérer en forêt. Fait que maintenant que je les connais, je suis capable de les partager puis de dire c'est quoi. Mais quand tu comprends quelque chose, ben t'es mieux placé pour te faire une idée de qu'est-ce qui se passe vraiment, au lieu de juger de l'extérieur, puis juste de dire « Ah, il se passe ci, puis ça fait pas mon affaire, ce que je vois. » Puis en même temps, je vais ajouter, c'est que souvent, dans nos maisons, on est content de notre belle table de cuisine qui est en bois, tu sais, de notre chaise berçante, un mur décoratif qu'on va avoir qui est fait en bois. Des fois, je me rends compte que les gens, souvent, ils oublient cette partie-là que ben, ta table, ta chaise, elle vient de la forêt, elle vient dans quelque part. Puis il y a des gens qui s'en occupent pour faire sûr que la récolte d'arbres qui a été faite, bien, il y en a d'autres qui vont être plantés pour compenser celui qu'on a enlevé. Tu sais. Fait que c'est de l'énergie renouvelable, pas de l'énergie, c'est la forêt est renouvelable. Fait qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, c'est une ressource renouvelable. Et voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est très bien dit, oui. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, Marc. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Alors, ensuite, on y va avec du vélo, vélo de montagne plus précisément. C'était la Coupe du Nord 2022, ça se déroulait à Sainte-Terre, c'était la 3e étape. Et là-dedans, c'était la 2e édition, c'est la 2e fois que ça se faisait à Sainte-Terre. Et on avait au-dessus de 170 participants qui venaient de Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda, un peu partout dans la région. Et on s'entend qu'Amos a tiré son épingle du jeu. Beaucoup de jeunes d'Amos qui ont remporté des victoires. Puis c'était... Alors, quand même, on peut regarder quelques vidéos là-dessus. Dans le fond, le circuit de la Coupe du Nord, c'est un circuit régional qui existait depuis quand même une couple d'années. Puis c'est des gens d'Amos qui nous ont approchés, entre autres Martin Tardy. Ils nous ont approchés quand ils ont su qu'on développait des sentiers ici au Mont-Bel. Puis là, ils ont dit « Ah, ça serait le fun d'exploiter ça chez vous. » Fait que l'an passé, eux autres, toute l'équipe de régionale nous ont donné un coup de main pour organiser la première course ici à Sainte-Terre. Fait que c'est ça, dans le fond, la Coupe du Nord, c'est 4 courses. Amos, Val-d'Or, Sainte-Terre et Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda qui va être dans 2 semaines. Puis nous autres, ici à Sainte-Terre, c'est notre 2e édition. C'est plus de 170 coureurs qu'on a eu aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une belle réussite. On est super contents. On remercie toute notre équipe de bénévoles, nos commanditaires, Ultramar, Sélection Plus, Ski Vélo plein air qui sont toujours généreux pendant les Coupes du Nord. Toute la gang de bénévoles. Fait que merci aux équipes de nous faire confiance. Ben écoute, c'est la 2e édition de la Coupe du Nord. On avait eu des très bons commentaires l'année passée là, avec l'événement. Donc ça représente un gros événement pour nous. Puis tu sais, c'est vraiment une belle fierté. Là, on continue toujours à développer les sentiers ici. Donc c'est vraiment un honneur d'avoir autant. Je pense qu'on avait au-dessus de 165 là, courseurs cette année. Fait que c'est un bel événement.
attrayant touristique aussi là, pour toutes les autres personnes qui ne l'auraient pas encore essayé. Aujourd'hui, c'est une compétition, mais c'est ouvert à tout le monde là, pendant tout l'été. Fait qu'il n'est pas trop tard pour venir s'initier. Fait que ça nous fait plaisir d'avoir autant de gens de toute la région aujourd'hui. Fait que c'est un bel événement. C'est la Coupe du Nord, en fait, qui est les courses régionales de vélo de montagne en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 4 courses, donc Val-d'Or, Amos, Sainte-Terre et Rouyn. Il y a déjà eu d'autres clubs là, comme à La Sarre, à Ville-Marie, etc. Là, mais en ce moment, là, il y a 4 courses. Puis il y a environ 200 coureurs dans une dizaine de catégories. Séparés hommes-femmes, fait que 20 catégories finalement. Puis ça commence à 6 ans, puis ça finit à l'âge que vous êtes trop fatigué. Fait que c'est à peu près ça. Puis là, aujourd'hui, c'était la 3e étape à Sainte-Terre. Il va rester une course à Rouyn le 28 août. Voilà. Cette semaine, j'ai aussi eu une entrevue avec Josiane Bradette. C'est une proche aidante qui s'est occupée depuis ses 15 ans de sa mère. Elle est décédée il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, puis là, elle s'occupe de son père. Elle nous explique un peu c'est quoi les défis auxquels elle est confrontée au quotidien pour s'occuper de ses parents. Donc, on peut regarder l'entrevue. Josiane, tu viens ici pour nous parler de ta situation de proche aidante. Tu as commencé en aidant ta mère, puis ensuite, c'est ton père que tu t'es un peu plus occupé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Ben, c'est ça. Ma mère a commencé à être malade, elle était professeure. Elle a commencé à être malade, j'avais 15 ans à peu près. Malade dans le sens qu'elle a été malade, elle a comme pogné une grosse grippe. Ça a duré comme 2 ans. C'était une maladie que les médecins avaient dit, puis je me rappelle plus, c'était comme rare. Là. Puis ma mère, elle s'était cassé les 2 rotules de genoux, une le lendemain de son mariage. Elle était dans la cave, elle a plié un trou, puis elle s'est cassé le genou. Puis l'autre, elle joué au ballon-ballet avec ses élèves sur la glace, puis elle a tombé, puis elle a cassé l'autre. Puis dans le temps, ils mettaient des broches dans les genoux. Fait qu'à force de marcher dessus, là, maintenant, ça s'est mis à y faire de plus en plus mal, puis ça n'arrêtait plus. Fait qu'elle dégradait, là, c'est ça. C'était la canne, après ça, la marchette, après ça, la chaise roulante, puis après ça, la chaise roulante à temps plein, là, tout le temps. Fait que moi, m'en suis occupée depuis que j'ai l'âge de 15 ans, fait que en vieillissant, puis je suis comme jamais partie de la maison, parce que mon père partait travailler à la semaine. Fait que moi, je m'occupais de ma mère, puis je travaillais 40 heures semaine aussi en ville. Fait que ça s'est venu, là, dans la routine, de l'aider, puis tout ça. Puis c'était pas évident, là, mais on n'avait pas d'aide comme financier, fait que on a eu de l'aide du CLSC, beaucoup, comme, mettons, les prêts du lit d'hôpital, le triangle, le lève-personne. On avait la table, puis le lit. Fait qu'on a eu de l'aide de ce côté-là. Mais à part ça, on n'a pas eu d'aide financière ou quoi que ce soit pour nous aider pour adapter la maison, là. Avant l'entrevue, tu m'as mentionné que vous avez même fait une rallonge pour pouvoir installer tout le matériel. Ça a dû coûter cher quand même? Oui, c'est nous qui l'avons fait, par exemple. Là, ça a coûté à peu près 5 000 $ dans le temps. Là. Ça fait 10 ans cette année qu'elle est décédée. Fait que ça fait au moins une vingtaine d'années que ça a été fait. Là. Fait qu'à l'époque, niveau financier, il n'y avait pas tant de soutien, mais niveau matériel, c'était quand même pas si pire, ce que je comprends. Côté matériel, le CLSC nous a beaucoup prêté de choses, mais financier, là, non, on n'avait pas aucune aide. Là. Ils n'ont parlé, mais on n'a jamais vu le bout. Là. Puis, tu avais parlé aussi que ta mère avait une journée où elle allait... Une semaine, où elle allait au CHSLD, je pense? Oui, comme en dépannage. Dans le fond, c'est comme le principe de nous donner un break. Mais ma mère détestait tellement ça. Là, c'était comme une punition pour elle, l'envoyer là. C'était, justement, elle l'envoyait au 4e parce qu'elle était considérée comme un cas lourd. Mais au 4e étage, c'est ça. Elle avait toute sa tête. Puis là, je me chicanais un peu avec eux autres pour qu'ils l'envoient au 5. Parce qu'au 5e étage, le monde, ils sont tous lucides, ceux qui sont là. Ils ont des maladies différentes, là, mais c'est plus des maladies du corps, dans le sens qui peuvent marcher, puis des choses comme ça. Puis en tout cas, ils n'ont jamais voulu l'envoyer au 5. Fait que l'envoyer au 4, là, ma mère restait dans sa chambre quasiment tout le long, écoutait la TV. Elle n'aimait pas ça. Et est-ce que son état se dégradait quand elle allait au CHSLD? Elle était juste elle était plus triste, là, mais pas son état santé en général. Là. La seule affaire qu'il y avait, c'est quand elle ressortait de là, elle avait des plaies au niveau des aines. Parce que quand elle changeait de culotte, probablement qu'elle ne lavait pas tout le temps.
C'était peut-être juste un changement vite comme ça, là. Puis c'est ça, je me retrouvais avec des plaies à la maison à m'occuper. Parce qu'elle se retrouvait avec des plaies qui chauffaient, puis avec la couche, c'était pas évident non plus. Parce que c'était dans la couche, donc ça chauffait. Fait que non, c'était... J'ai eu beaucoup d'aide de la pharmacie. Les autres, ils m'ont beaucoup aidé. Quelle aide ils ont apporté, la pharmacie? Bien, ils m'ont suggéré beaucoup, comme du matériel, admettons... mon Dieu, je me rappelle plus des termes, là, mais tu sais, ils m'ont vendu du tape qui respire pour pas que ça fasse d'autres problèmes parce que c'était dans la culotte, donc c'est chaud et humide, ça peut qu'il y ait d'autres choses. Mais tu sais, des onguents, ils m'ont beaucoup conseillé. Fait que je me suis débrouillée pas beaucoup de ça, mais la pharmacie m'ont beaucoup aidé, conseils, puis le matériel à vendre là, que j'ai acheté, puis tout ça. Éventuellement, ta mère est décédée, mais là, c'est ton père que son état de santé a commencé à se dégrader. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Mon père, dans le fond, il est malade, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de choses. Côté physique, bon, on s'entend que mon père a 73 ans. Fait que là, il y a des problèmes avec ses genoux depuis longtemps. Il y a une rotule artificielle. Ils ont installé ça l'automne passé. Puis ça a pas super bien été, mais en tout cas. Mon père, dans le fond, c'est des problèmes de santé, genre, il est opéré 2 fois à cœur ouvert en 4 ans. Là, il y a un anévrisme au cerveau qui peut éclater n'importe quand. Puis depuis que ma mère n'est pas là, il se laisse aller. Il descend. Là. Puis je m'en occupe, j'essaie de faire manger au moins un bon repas une fois par jour, parce qu'il est tenté à stager, manger des toasts. Fait que j'essaie d'au moins une fois par jour de faire un bon repas. Puis sinon, ben c'est ça. Je m'occupe des commissions, je m'occupe de tout. Là. Lui, il est à la maison, puis il est bien. Est-ce qu'il y a eu des ajustements à faire au niveau de la maison ou c'était déjà adapté pour votre mère, donc il n'y a pas eu de changement à faire? Ben c'est ça, c'était déjà adapté pour ma mère, comme le bain est encore surélevé, mais on veut le rabaisser à un moment donné. Là. Éventuellement, on va faire la réno de la salle de bain. Puis mon père, il est autonome, mon père. À part des problèmes de santé, il y en a, c'est santé chronique, c'est des problèmes à force d'avoir travaillé dans les machines longtemps. Mais il est autonome, il se déplace tout seul, puis faut qu'au moins ça c'est correct pour ça, ce côté-là. Là. Mais je m'occupe vraiment là, de tout ce qui est commission, ménage, la maison, à l'extérieur de la maison, tout ça. Et toi, comment tu vis ça d'être proche aidante? Parce que c'est quand même je veux pas dire un poids parce que c'est tes parents quand même, mais ouais. Ça reste que c'est quelque chose que t'as pas trop eu le choix depuis que t'as 15 ans. Ouais, c'est ça, ça m'a comme tombé dessus si on veut, parce que ben j'étais comme la seule fille de la famille, fait que je suis la seule fille de la famille. J'ai 2 frères, puis c'est ça, puisque c'est moi comme qui était la fille, puis je m'occupais déjà de la maison avec ma mère, probablement que c'est venu en sorte que ça m'est tombé dessus. Je te dirais quand que j'étais plus jeune, ça allait bien quand même, mais maintenant là, j'ai viré en dépression, là, parce que j'étais brûlée, parce que j'arrêtais jamais. Je travaillais à 40 heures semaine à l'extérieur dans ce temps-là, ben ici à Amos, là, dans la ville. Puis quand j'arrivais chez nous, ben là, il fallait que je continue avec ma mère. Puis quand j'étais en congé, ben mon père, lui, avait pour son dire qu'il arrêtait jamais. Fait que quand moi j'étais en congé, là, lui, il arrêtait, il se prenait un break. Mais moi, j'arrêtais jamais, dans le fond. J'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça difficile, c'était pas tout le temps évident. Puis j'avais pas grand temps pour moi, là, vraiment. Là, il n'avait pas beaucoup pour faire d'autres choses. J'en avais un peu, là, mais pas... Quel soutien pourrait t'aider à avoir un peu plus de temps pour toi puis à souffler un peu avec tout ça? Là, avec mon père qui est opéré l'automne passé, j'ai fait la demande pour qu'il y ait un aide ménager puis un aide pour la cuisine. Et cette année, là, on a eu cette aide-là. Ils viennent pas souvent, ils viennent une fois par semaine, un avant-midi ou un après-midi de temps, faire de la cuisine puis faire le ménage. Il y a déjà ça qui est bon, là, ça de plus. Là. Mais c'est sûr, côté financier, ça irait mieux. Si j'aurais de l'aide financière, ça irait beaucoup mieux. Puis, c'est ça, de l'aide manuelle aussi, si on pourrait avoir plus de mettons, d'heures pour les repas, puis tout ça, c'est sûr que ça aiderait aussi. Là. Mais j'imagine que le cas de ton père n'est pas jugé assez lourd pour avoir plus d'aide. C'est ça. Puisque je suis là. C'est surtout parce que je suis là. Tu sais, à un moment donné, je leur avais dit, c'est le CLSC, je me battais avec eux autres, là, mais j'essaie de faire comprendre que je vis avec, mais j'ai pas autant de temps à y accorder, tu sais. Puis
Puis ils m'ont dit, c'est parce que t'es là. Non. C'est beau de base, je vais déménager. Je m'étais trouvé un petit loyer dans le village. J'habite à Saint-Dominique. Je m'étais trouvé un loyer puis tout ça. Puis ils m'ont dit, non, même là, tu seras pas loin. Fait que t'as pas besoin d'être plus que ça pour t'occuper de ton père. T'es pas loin. Donc, ils mettaient ça vraiment sur tes épaules, de dire que c'est à toi de t'en occuper. Oui, c'est ça. Puisque j'étais là, que je suis sa fille, fait que c'était à moi de m'en occuper. C'était vraiment ça qu'ils m'ont dit que ça virait comme ça. Là. Puis, c'est quoi le message que tu aimerais lancer au CLSC, au CISAT, peut-être même aux élus par rapport à ta situation? Bien, j'imagine pour que ça soit rendu comme ça, il y a probablement du monde qui ont ambitionné. Pour que ça soit rendu vraiment watché, surveillé, puis qui veulent pas. Là. J'imagine qu'il y a du monde qui ont dû ambitionner, je présume, pour en être rendu là. Mais c'est sûr que d'aller voir, d'aller constater avec les gens, voir comment c'est vraiment dans la vraie vie, la réalité. Pas juste dire au téléphone, évaluer au téléphone, va jaser avec le monsieur ou le patient, jase avec le monsieur, bon, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Mais moi, mon père, il disait pas tout. Fait que c'était encore... il voulait pas trop en parler, fait qu'il en disait pas trop. Fait que j'avais comme... L'aide n'était pas dans ce temps-là, là. Mais ouais, peut-être plus écouter, plus vérifier avec tous les membres de la famille, peut-être... Faire plus d'évaluation. Est-ce qu'ils vont sur place pour constater comment ça se passe à la maison? Avant la pandémie, oui. Maintenant, je pense pas. En tout cas, j'ai pas eu de personne qui est revenue à la maison depuis 2 ans. Mais justement, avec l'opération qui s'est mal passée l'année passée, parce qu'il est opéré sur son genou, ils ont mis une rotule, puis il a fait un infarctus dans la nuit qui a suivi. Là. Fait que, puis là, il a dégradé. Là, ça a pris, il était hospitalisé 1 mois, 1 mois et demi. Il mangeait plus, il buvait plus. C'était rendu vraiment compliqué. Mais il s'en est sorti, il a perdu 50 livres, je pense. Là. Il s'en est sorti, là, ça va mieux aujourd'hui. Mais, ouais, c'est ça, avoir plus d'aide, puis qui vérifie justement avec tout le monde plus. Là. Mais là, avec le COVID, je sais qu'ils ont changé des choses. Cette fin de semaine, il y a quand même plusieurs événements. Il y a le tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi ce soir, le 19 août. Et ils vont aussi faire une journée maillage le 13 septembre prochain. Les gens ont jusqu'au 29 août pour s'inscrire. C'est vraiment dans le domaine minier. Okay. C'est pour créer des relations dans ce domaine-là, pour que les gens puissent avancer dans des dossiers, tout ça. Ça fait quand même 2 ans qu'il n'y en a pas eu, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer si on travaille dans ce domaine-là. OK, le 13 septembre. Oui, le 13 septembre prochain. On a aussi le Festival La Fée qui revient. Il commence ce soir, il finit demain. C'est des spectacles culturel. J'ai eu une entrevue avec Mathieu Proulx, mais là, si l'actu continue pendant plusieurs jours, ce ne sera plus vraiment d'actualité. Wow, mais il est possible d'aller voir l'entrevue sur notre site Internet. Oui. Et il y a aussi la route du terroir de la Motte demain, le 20 août. Il y a quand même beaucoup d'exposants qui vont être là. Il y aura une photographe, il y aura des activités. Laurence Douard va venir en spectacle aussi. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Puis avant que tu passes sur ton sujet d'arsenic, en fin de semaine, c'est le festival du cheval à Bellecour et il y aura aussi un lancement d'attractivité à Sainte-Terre. Alors, c'est toutes des petites choses qu'on va vous reparler dans les prochaines émissions. Et le dossier sur l'arsenic, ça bouge beaucoup de ce côté-là. Oui, effectivement. Depuis que ça a commencé, on a eu des nouvelles pratiquement à tous les jours. En fait, ça a commencé avec l'INSPQ qui a sorti un rapport qui montrait que les bébés naissaient plus petits à Rouyn-Noranda, qui avaient plus de cancer du poumon, que les enfants avaient plus de difficultés à se développer, ce genre de choses-là. Donc là, les gens ont fait 1+1, c'est à cause de l'arsenic. Donc, on se dit que c'est la faute de la fonderie Horn. Là, on sait que la fonderie Horn peut émettre jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air. Mais la norme québécoise, c'est de 3 nanogrammes par mètre cube dans l'air. Donc, il y a quand même 33 fois plus d'émissions. On s'entend qu'il y a une méchante différence. Effectivement. Mais là, avec la sortie de ce rapport-là, on a eu la santé publique qui a émis des recommandations, qui est de descendre ce niveau-là à 15 nanogrammes par mètre cube le plus rapidement possible. Et c'est vraiment transitoire
avant de se rendre aux 3 nanogrammes par mètre cube. La fonderie et le gouvernement sont d'accord avec ce plan-là. Donc, la fonderie va le faire en 5 ans, se rendre aux 15 nanogrammes par mètre cube. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui sont pas d'accord avec ça. Le CLD de Rouen est soulagé de ces nouvelles-là, tandis que la mairesse aurait aimé qu'on ait un plan à plus long terme pour se rendre à 3 nanogrammes par mètre cube. Québec solidaire, au contraire, considère qu'il faudrait qu'on se rende aux 3 nanogrammes par mètre cube en 1 an. Et le Parti québécois est déçu du délai aussi. Il trouve que c'est long, 5 ans. Donc, on a aussi eu l'avis de médecins qui n'étaient pas contents. On continue de parler de ce dossier-là, mais je pense que ça va se jouer beaucoup aux élections en octobre prochain. Bon, ben ça va être à suivre parce qu'on s'entend que, écoute, ça existe depuis 1926, qu'on nous dit qu'on se fait empoisonner depuis X temps. C'est original. Donc, merci beaucoup, Christian, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Fait que là, on va voir les prochaines semaines. Oui, on va espérer qu'on peut se retrouver, mais donc, c'est terminé. Bye bye. Au revoir.